Épisode 1. Qu'est-ce que la Révolution ? 14 blindés de la gendarmerie sont prêts à intervenir en cas de débordement. Une année de crise mondiale frappée par l'effondrement du système boursier international en septembre. 15 jours marqués par une répression sanglante. Si notre pays flanche, parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants. Qui fait face en ce moment dans son pays à d'importantes grèves dans le secteur automobile. Les esclaves brûlent les plantations, les champs et les bâtiments industriels. Printemps arabe. Et le mouvement prend de l'ampleur. C'est le drapeau noir qui flotte sur les toits de l'hôtel de ville. Hier, c'est une autre usine qui s'est mise à l'arrêt. Parti bolchevique. La guérilla colombienne des FARC a annoncé dimanche l'abandon du recours aux enlèvements. Explosion! Bonjour, bienvenue dans le premier épisode de ce podcast, Par le fer et par le feu, consacré en toute modestie à la Révolution avec un grand R. Dans ce premier épisode, je vais commencer par la base. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de révolution ? Tout sera approfondi dans les prochains épisodes, mais je me dis que ça fait un bon début, que comme ça tout le monde partira avec les mêmes éléments. Parce qu'on a tous une idée de ce qu'est une révolution, en tout cas de à quoi elle sert. On en parle tout le temps, on dit qu'il en faudrait une, on fantasme en écoutant les histoires des révolutions passées, mais on sait bien qu'elles ne sont pas toutes pareilles. En fonction de l'époque, du lieu, des moyens des militants et militantes, du régime en place et surtout de la classe sociale qui la démarre, il y a autant de façons de faire une révolution qu'il y a eu de révolutions. Dans ce podcast, je vais essayer de séparer les différents composants et les différentes étapes d'une révolution et voir ce qu'on peut tirer du passé. Mais je le fais pas juste parce que ça m'intéresse et que j'ai envie de te raconter mes histoires préférées. Je le fais parce que dans le futur, on va être confronté à un grand nombre de mouvements sociaux. Et si on veut que ces mouvements ne se fassent pas écraser et qu'ils deviennent des révolutions, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur les erreurs et sur la perspicacité qu'ont eu nos ancêtres révolutionnaires. Je précise que tout ce que je dis vient de mes apprentissages politiques, mes lectures, mes discussions, mais que je suis pas professionnelle de quoi que ce soit, ni historienne, ni chercheuse, juste quelqu'un qui pense très souvent à la Révolution et qui a eu besoin de concentrer tout ce qu'elle savait quelque part, et ce quelque part s'avère être ce podcast. Mais je suis pas juste passionnée par la Révolution. Comme toute l'humanité, j'en ai besoin. Je profite de cette introduction pour expliquer rapidement d'où vient ce nom, Par le fer et par le feu. Ça vient d'un texte de Lénine. Alors je voulais pas parler de Lénine dès l'introduction, mais au moins c'est fait. La citation entière, c'est ça. Il reste de par le monde trop de choses qui doivent être anéanties, par le fer et par le feu, pour l'affranchissement de la classe ouvrière. Et moi je cherchais un nom. Et quand je tombe sur cette phrase, je me dis que bah oui, que je fais 7 épisodes dans lesquels la conclusion c'est toujours la même. Il faut prendre le contrôle des industries et se préparer à mener une guerre. Et que du coup, ce nom me paraissait particulièrement adapté. Mais maintenant que tout ça c'est dit, je te laisse avec l'épisode. J'espère que tu vas apprendre des choses et que ces quelques minutes d'écoute vont s'avérer être un moment agréable. La Révolution. Une révolution, c'est le renversement de l'ordre établi, un changement important qui modifie la structure politique et économique d'un État-nation généralement. C'est pour ça qu'on utilise des termes comme la révolution industrielle, parce que l'avènement de l'industrie a modifié considérablement la façon de produire et de travailler, et que la structure de l'État a été modifiée pour s'adapter à ce changement, même si le terme n'est pas exact. Le mot révolution a été beaucoup dénaturé, notamment par la publicité qui nous convainc que chaque nouvelle innovation cosmétique, ménagère, technologique et j'en passe, va changer notre quotidien. Le 14 juillet 1789, la rue a changé le monde. C'est dans la rue qu'on part au combat. Dans la rue qu'on revient victorieux. Et puisque les révolutions commencent dans la rue, alors nous sommes exactement à notre place. Citroën, partenaire de toutes les révolutions françaises. Nouveau, Lâche Révolution de Nivea Beauté. Une brosse en gomme Elastoflex ? C'est tout simplement révolutionnaire. Regardez. Une révolution comme ça, je peux pas la garder pour moi. Et même au-delà du mot révolution en lui-même, l'imaginaire révolutionnaire est très régulièrement détourné. Ça a une esthétique qui fait vendre et ça participe à décrédibiliser les idées révolutionnaires. En plus de vendre du rêve, cette falsification de la langue laisse penser que le capitalisme n'a pas d'alternative, et que le temps des révolutions est de toute façon terminé. Sauf que c'est complètement faux. Une révolution peut commencer n'importe où. Il n'y a actuellement aucun État-nation où les gens vivent une vie parfaite, sans exploitation. Toutes les régions du monde ont besoin d'une révolution. Évidemment qu'il y a des endroits où l'exploitation est pire que d'autres.
des gens qui le vivent bien plus violemment. Mais de toute façon, si on veut que la révolution se passe bien et qu'elle ne se termine pas écrasée par les puissances impérialistes, il faut qu'elle soit coordonnée dans différents états. On reparlera de tout ça dans les prochains épisodes. Là, on va commencer par la base. On ne peut pas parler de révolution sans parler évidemment de lutte des classes. Et je vais beaucoup en parler dans ce podcast. Les bourgeois sont ceux qui détiennent les moyens de production, c'est-à-dire les entreprises, les usines, les machines et les lieux agricoles. Et les travailleurs sont celles et ceux qui produisent en utilisant ces moyens de production. Les bourgeois ont besoin des travailleurs, parce que sans eux, la production s'arrête, et donc ils n'accumulent plus de profit. Ils ont aussi besoin des travailleurs parce que, étant la classe la plus représentée dans la population, ce sont eux qui consomment la majorité de la production. En gros, l'énorme majorité du peuple produit des biens, consomme ces biens, mais il y a des bourgeois qui s'enrichissent uniquement parce qu'ils ont acheté ou hérité d'une entreprise. Logiquement, ce sont celles et ceux qui consomment qui devraient discuter avec celles et ceux qui produisent pour réfléchir à combien on produit, comment on produit. Mais non, c'est ces mêmes bourgeois, en suivant une logique de marché compétitrice, qui vont décider de où on produit, comment on produit, combien on produit et combien on vend. Et pas dans le but d'être utile à la population, dans le but de faire de la thune. C'est la différence entre la bourgeoisie qui possède tout et qui fait produire dans le but de rester compétitif par rapport au marché, et la classe ouvrière qui fait tourner toute la planète mais qui n'a son mot à dire sur rien. Mais il y a aussi une autre classe, la petite bourgeoisie. La petite bourgeoisie est une classe très hétérogène, c'est-à-dire qu'à l'intérieur on retrouve des agriculteurs, des artisans, des start-upers et toutes les personnes qui ont un petit commerce. Le point commun entre toutes ces personnes est qu'elles possèdent elles-mêmes leurs moyens de production. Et on le sait, ça peut être des gens qui travaillent énormément. C'est pour ça que quand je dis petite bourgeoisie, c'est pas un jugement moral, c'est une réalité sociale. Ces gens peuvent se tuer à la tâche, le capitalisme les rattrapera toujours. Ils subiront, comme tous les travailleurs, toutes les merdes que le capitalisme et l'impérialisme imposent. Pour le moment, leurs intérêts divergent de ceux des salariés. Parce qu'étant des petits patrons, ils sont bien contents quand le gouvernement retarde l'âge de départ à la retraite ou réduit la durée du chômage. Mais comme toute l'humanité, ils ont tout à gagner d'une révolution prolétarienne. Bref, ce n'est pas une explication précise de ce que sont les différentes classes sociales, mais seulement un rappel important. Les bourgeois ne savent rien faire. Pense à l'entreprise dans laquelle tu travailles. Rappelle-toi une journée où ton patron ou ta patronne n'est pas venu travailler. Qu'est-ce qui a changé? Absolument rien. Par contre, remémore-toi le jour où ton collègue n'est pas venu bosser. Ça a probablement bouleversé l'organisation du travail. Et ça, c'est pour une raison très simple. Les bourgeois, et par conséquent les patrons, sont des parasites de la société qui s'enrichissent sur notre dos. Mais le capitalisme ne s'arrête pas aux frontières des entreprises. Quand il est en crise, il permet aux bourgeois de déclencher des guerres et d'envoyer les travailleurs et travailleuses tuer et se faire tuer. Et peu importe l'issue de cette guerre, la grande gagnante sera la bourgeoisie. Avec l'énorme capital qu'elle a accumulé grâce à ton travail, la bourgeoisie va aussi pouvoir détenir des médias et permettre une propagande, pour être sûr que si un jour tu es énervé contre tes conditions de vie, ta colère se dirige vers d'autres travailleurs encore moins privilégiés que toi. Et bien sûr, si sa propagande ne fonctionne plus et que tu décides de te rebeller contre son pouvoir tout-puissant, elle va pouvoir compter sur sa milice, la police nationale, voire sur l'armée si tu es très énervé, pour t'empêcher de faire quoi que ce soit. Et puis quelques journalistes, convaincus qu'un jour ils pourraient eux aussi faire partie de cette classe sociale, vont alimenter la propagande et te qualifier du doux nom de terroriste. C'est pour ça que la classe travailleuse, et quand je parle de classe travailleuse, je parle pas uniquement des gens qui travaillent dans les médias. Je parle des personnes au chômage qui ne peuvent pas travailler ou qui ne trouvent pas de travail, et je parle des femmes au foyer qui ne sont pas considérées comme salariées, mais qui produisent de la force de travail, et toutes les personnes en général qui ne possèdent pas les moyens de production, mais uniquement leur corps et leur tête. C'est pour ça que la classe travailleuse, qu'on appelle prolétariat, est la plus à même à faire la révolution, parce qu'elle est la classe exploitée qui a tout intérêt à ce que les choses changent. Et parce qu'elle n'a pas besoin de bourgeois pour savoir comment produire et se nourrir. C'est nous qui faisons tourner toute la société. À ce sujet, je te mets une mini-citation, on va rester classique, du manifeste du Parti communiste, écrit par Marx et Engels en 1848. À mesure que grandit la bourgeoisie, c'est-à-dire le capital, se développe aussi le prolétariat, la classe des ouvriers modernes qui ne vivent qu'à la condition de trouver du travail et qui n'en trouvent que si leur travail accroît le capital. Ces ouvriers, contraints de se vendre au jour le jour, sont une marchandise, un article de commerce comme un autre. Ils sont exposés, par conséquent, à toutes les vicissitudes de la concurrence, à toutes les fluctuations du marché. L'aspect social des révolutions est évidemment essentiel. Beaucoup de gens, en plus de subir l'oppression capitaliste, subissent d'autres oppressions. On peut parsemer le libéralisme de paillettes en installant des distributeurs de protection périodique dans les toilettes d'entreprise et donner à des infrastructures publiques le nom de personnes racisées. Ça ne change rien au fait que le sexisme et le racisme sont des composants essentiels au bon fonctionnement du capitalisme. Les luttes féministes, antiracistes, antivalidistes ou queer sont nécessaires dans un monde où ce sont les personnes les plus précaires et qu'il y a urgence à ce que leurs conditions d'existence s'améliorent. Mais si ces luttes ne s'articulent pas avec la lutte des classes, aucune ne pourra réellement aboutir, et les plus opprimés gagneront juste le droit d'être exploités comme les autres. Et à contrario, lutter uniquement avec une vision de classe en ignorant les vécus spécifiques des individus, c'est nier la division au sein de la classe travailleuse. La citation suivante vient de l'article « Il ne faut plus ignorer les problèmes de la femme noire »
publié en 1949 aux États-Unis par Claudia Jones. Les turiféraires des grandes entreprises, de ce que les femmes américaines jouiraient de la plus grande égalité au monde, leur hypocrisie s'affiche dans toute sa splendeur, à la lumière des nouveaux sommets d'égalité atteints par les femmes dans de nombreux endroits du monde, notamment en Union soviétique, dans les démocraties populaires et la Chine maintenant libérée de son joug. L'arrogance de Wall Street se fait toute silencieuse dès qu'il s'agit d'évoquer le sort actuellement réservé aux femmes et aux ouvrières noires. Là, ce qui règne, ce n'est pas l'égalité, mais l'avilissement et la surexploitation. Todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. L'impérialisme. J'aimerais prendre un moment pour définir ce qu'est l'impérialisme. Parce que, à mon sens, c'est difficile de comprendre la situation globale du monde sans bien comprendre ce qu'est l'impérialisme et comment il fonctionne. Et étant donné que c'est un terme que je vais beaucoup utiliser, je trouve ça normal de l'expliquer. Pour reprendre les bases, il y a de la concurrence entre les capitalistes. Chacun d'entre eux veut s'accaparer le plus de marchés possible, pour produire et vendre le plus possible et ainsi augmenter ses profits. Donc les patrons et les investisseurs des premiers pays capitalistes ont exploité les marchés de leur pays. Il y a eu de la concurrence entre eux, et puisqu'il faut toujours qu'il y ait un vainqueur, l'un d'entre eux a gagné et s'est accaparé les capitaux des autres, ce qui crée un monopole. Par exemple, imaginons que toi, demain, tu crées ta marque de soda. Tu achètes un local, tu exploites des salariés, et puis tu deviens un peu gros. Soit tu es noyé sous le poids de la concurrence, donc tu fais faillite ou alors tu te fais racheter, soit tu es tellement gros que tu écrases la concurrence et tu les rachètes. Les monopoles, qui survivent beaucoup mieux aux crises économiques, peuvent être des grands groupes qui possèdent plein d'entreprises d'un produit plus ou moins similaire, par exemple beaucoup de marques différentes de soda, mais peuvent aussi être des grands groupes qui produisent plusieurs choses différentes, plusieurs branches d'industrie, souvent liées entre elles. Par exemple, en plus d'avoir une entreprise qui produit du soda, tu pourrais aussi acheter une entreprise qui va fabriquer les bouteilles en plastique et une autre qui va extraire l'eau nécessaire pour tes boissons. Mais bon, tout ça c'est le capitalisme. L'impérialisme, c'est sa version gold. À un moment, le marché n'est plus dispo. Il faut aller chercher des capitaux ailleurs. Et c'est parfait, parce qu'il se trouve que les premiers pays à avoir mis en place le capitalisme sont aussi ceux qui ont des colonies. Donc ils vont s'installer dans ces colonies et exploiter encore plus les gens et les ressources sur place. Ils vont développer des nouvelles industries et prendre tout ce qu'ils peuvent prendre. Pas seulement les colonies d'ailleurs, aussi des pays qui sont affaiblis par des guerres et dont la bourgeoisie nationale n'est pas assez développée pour mettre la main sur les marchés du pays. Si ces pays ont des ressources rares, c'est encore mieux. Mais à un moment, c'est pareil. Tous les marchés sont pris et sont partagés entre les gros capitalistes. Alors c'est le moment de faire une guerre. Par exemple, la Première Guerre mondiale. Les pays impérialistes, donc ceux qui concentrent un max de capitaux, vont envoyer leur population se massacrer et celui qui aura le moins de dégâts va pouvoir choper les marchés des autres. Parce qu'après une guerre, tous les chefs d'État des pays concernés par cette guerre, qui sont là pour défendre les intérêts de leur bourgeoisie, je le rappelle, vont se retrouver, prendre une carte et se redistribuer les colonies. Les pays impérialistes imposent aussi au gouvernement des pays dont ils ont le contrôle, donc aux colonies ou aux semi-colonies, des lois pour leur permettre de produire beaucoup, à moindre coût. Parfois, dans certains États, la bourgeoisie nationale arrive un petit peu à se faire une place parmi les bourgeoisies des pays impérialistes. Vous vous rappelez en cours de géographie au collège, quand on parlait de pays émergents? Bah c'est ça, des États où la bourgeoisie nationale essaye de concurrencer avec les bourgeoisies des pays qui ont le contrôle. Parfois, plusieurs États impérialistes se partagent le même pays. Ça crée des tensions, mais c'est pas impossible. Donc tout ça, c'est l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme, comme disait Lénine. Quelques États dominants qui pillent le reste du monde. C'est pour ça que sous le capitalisme, c'est impossible que l'entièreté du globe soit dans une situation confortable. Parce que tant qu'il y aura le capitalisme, il y aura toujours des pays qui voudront prendre le contrôle des marchés des autres. Tant qu'il y aura le capitalisme, il y aura des guerres. Souvent, ils n'envoient même plus leur population faire la guerre, ils envoient les populations des pays dont ils se servent. Et le problème, c'est qu'il y a des avantages pour les travailleurs et travailleuses des pays impérialistes. Par exemple, en France hexagonale, on vit bien par rapport au reste du monde. Alors individuellement, on est dans des situations qui sont parfois très précaires. Mais le fait d'habiter et d'avoir la nationalité dans un pays impérialiste permet beaucoup de choses. Et certains d'entre nous récupèrent les miettes de cette domination mondiale, cédée par la bourgeoisie pour diviser la classe travailleuse. Je parle pas de théorie du ruissellement non plus, faut pas déconner, mais assez pour niquer des tentatives de révolution ouvrière à grande échelle. Par exemple, avant la Première Guerre mondiale, il y avait une internationale communiste. Les militants et militantes disaient « Oui, on va tous lutter ensemble, prolétaires de tous les pays, unissons-nous », et puis la guerre a commencé. Et par peur de perdre leur place même insignifiante d'habitants de pays qui pèsent, beaucoup de directions de mouvements ouvriers ont rangé le drapeau rouge pour dresser le drapeau national. Pour les habitants et habitantes des pays pompés par l'impérialisme, la situation est catastrophique.
Les lois imposées, ou justement l'absence de loi, permettent souvent de les faire travailler de très longues heures, avec un salaire misérable, de les faire dormir sur place, de faire travailler les enfants, de leur faire prendre des risques pour leur santé et pour leur vie. La situation du pays est affreuse, les services publics sont inexistants, et comme je le disais, il est en guerre un jour sur deux pour satisfaire les projets de la bourgeoisie. Inutile de préciser que la population qui en souffre est quasiment à chaque fois racisée, et subit, en plus de subir l'impérialisme et le colonialisme, ou ce qu'il en reste en tout cas, une domination raciale. Mais l'impérialisme peut aussi affecter des États où la population vit un peu plus confortablement. Et l'Ukraine en est un très bon exemple. Des populations se massacrent pour le bonheur des impérialistes qui espèrent récupérer un maximum de marchés disponibles sur le sol ukrainien. Je finis cette définition par un extrait du livre de Lénine qui s'appelle « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Le capitalisme s'est transformé en un système universel d'oppression coloniale et d'asphyxie financière de l'immense majorité de la population du globe par une poignée de pays avancés. Et le partage de ce butin se fait entre 2 ou 3 rapaces de puissance mondiale, armés de pied en cap, qui entraînent toute la Terre dans leur guerre pour le partage de leur butin. Le rôle de la classe ouvrière. Donc on a vu ce qu'était une révolution, on a vu ce qu'était l'impérialisme, maintenant j'aimerais qu'on revienne sur un truc. Pourquoi est-ce que je dis que la classe ouvrière est la seule qui peut faire la révolution ? Déjà cette information, elle est vraie ou fausse en fonction de ce que tu mets dans la catégorie révolution. Parce qu'il y a des révolutions qui n'ont pas été menées par la classe ouvrière et qui ont réussi, par exemple les luttes de décolonisation. Quand un peuple ou un État est colonisé et qu'il réussit à chasser le colonisateur, c'est une révolution. Dans l'histoire du mouvement ouvrier dans les pays impérialistes, on retrouve peu de traces de militants ou militantes qui s'engageaient vraiment contre le colonialisme. Souvent, ils avaient bouffé toute la propagande raciste de leur État, justifiant la colonisation comme bénéfique pour les populations locales qu'il faudrait soi-disant civiliser. Alors les militants et militantes de gauche des pays colonisateurs vont plutôt demander la fin des violences coloniales, mais pas de la colonisation elle-même, qui est évidemment une violence en soi. À ce sujet, je te mets une citation d'Engels, écrite en 1882. Vous me demandez ce que les ouvriers anglais pensent de la politique coloniale. Ma foi, la même chose que ce qu'ils pensent de la politique en général, ce qu'en pensent les bourgeois. Ici, point de parti ouvrier. Il n'y a que des radicaux conservateurs et des libéraux. Quant aux ouvriers, ils jouissent en toute tranquillité avec eux du monopole colonial de l'Angleterre et de son monopole sur le marché mondial. C'est à partir de la Troisième Internationale que les mouvements ouvriers vont prendre en compte les questions de libération nationale. Mais donc, ces luttes décoloniales ne sont pas forcément menées dans le but d'instaurer un système sans classe et sans oppression. Elles sont menées dans le but de libérer le territoire de la présence de colonisateurs, ce qui est déjà pas mal. Et évidemment, c'est mieux si cette révolution contre l'occupant colonial s'accompagne d'une lutte contre la bourgeoisie. Malheureusement, et les militants et militantes révolutionnaires des États colonisés ou qui subissent l'impérialisme le savent très bien, une réelle libération ne pourra avoir lieu que si le système dans sa globalité change. À ce sujet, je te mets une citation du livre de Saïd Bouamama, La Tricontinentale. Le néocolonialisme étant justement l'octroi d'une indépendance formelle pour éviter l'accès à une indépendance réelle, cette précision est considérée comme essentielle. Le capitalisme est ainsi considéré comme une voie impossible pour aboutir à un réel développement et satisfaire les espoirs populaires engendrés par les indépendances. Dans un monde dominé par l'impérialisme, le seul capitalisme possible pour les peuples des 3 continents est un capitalisme dépendant, sous-traitant, maintenant le caractère assujetti de l'économie nationale. Ça ne veut pas dire que les luttes de libération nationale ne seraient pas pures et ne devraient pas être menées, très loin de là. Ça veut dire que de notre point de vue, le point de vue de personnes qui tirent profit de l'impérialisme, c'est le cas si t'habites en France, il faut soutenir et aider les luttes de libération nationale, mais aussi amplifier la voix des révolutionnaires sur place, qui essayent de concilier lutte décoloniale et lutte contre leur bourgeoisie. Parce qu'on en revient à la question initiale. Pourquoi est-ce que je dis que la classe travailleuse est la seule qui peut mener une révolution ? Si par révolution, on entend une révolution mondiale, qui détruit complètement l'exploitation, oui, c'est la seule classe qui peut la mener. Parce que c'est la seule classe qui n'a rien à perdre. Elle ne possède pas les moyens de production et elle n'a son mot à dire sur absolument rien. Elle est présente sur toute la planète, et vu que c'est la seule classe qui fait tourner toute la société, c'est la seule qui peut créer un rapport de force assez important pour mettre un terme à la domination bourgeoise et arrêter cette aberration qu'est le capitalisme. C'est pas juste une classe exploitée, c'est une classe dont le rôle est de renverser la bourgeoisie et de mettre en place un système différent. Mais évidemment, des individus qui viennent d'autres classes sociales peuvent rompre avec leur milieu et rejoindre la lutte. Ce que je veux vraiment dire, c'est que toutes les luttes visant à améliorer les conditions de vie sont nobles, mais que la seule façon de se débarrasser de toute oppression, c'est une révolution ouvrière. Quoi qu'il en soit, un facteur important de la bonne réussite d'une révolution, c'est la réelle participation des travailleurs et des travailleuses.
C'est ces gens qui, si la révolution réussit, vont prendre le contrôle de la société. Ça peut paraître évident, mais on a tendance à visualiser les masses comme un groupe de personnes qui suit. Mais non, les masses c'est un groupe de personnes qui fait. Les gens ne vont pas se révolter si tu leur dis que c'est le moment de le faire. Et elles vont se révolter si la situation actuelle les anime et s'ils sont prêts à tout risquer. Alors bien sûr, tu peux leur lister toutes les choses horribles qui ont lieu en ce moment, et ça veut pas dire que si les gens n'y réagissent pas, c'est que c'est des enfoirés égoïstes sans cœur. Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas concernés. Et c'est à force de discussion et de propagande qu'elles peuvent se sentir concernées. Mais c'est surtout leurs conditions de vie, au quotidien, qui vont les faire bouger. À ce sujet, je te mets une citation de Rosa Luxembourg, une révolutionnaire allemande. Dans toutes les révolutions précédentes, ce fut une petite minorité du peuple qui prit la direction de la lutte révolutionnaire. La révolution socialiste est la première qui ne puisse être victorieuse que dans l'intérêt de la grande majorité, et par l'action de la grande majorité des travailleurs. L'essence de la société socialiste consiste en ceci, que la grande masse travailleuse cesse d'être une masse dirigée. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Le rôle historique de la bourgeoisie. Maintenant qu'on a parlé de la classe travailleuse, on va un peu parler de la bourgeoisie, parce que c'est important de comprendre que l'ordre des choses n'a pas toujours été celui-là, et quel rôle cette classe a joué dans ce changement. Parce que la bourgeoisie, donc rappelons-le, la classe qui possède les moyens de production et qui impose sa domination morale, a eu un rôle important à jouer dans l'histoire de l'humanité. Pendant des centaines d'années, les civilisations européennes vivaient sous un système féodal. Ce système féodal a petit à petit été renversé partout par des révolutions bourgeoises. On va prendre l'exemple de la Révolution française. Avant 1789, la France était une monarchie, avec un roi, des nobles et la religion comme loi suprême. Mais il y avait aussi des bourgeois, qui ne sont pas nobles, à ne pas confondre. Et ces bourgeois deviennent riches, notamment grâce aux colonies de l'Empire français et du commerce d'esclaves. Mais ils ne sont pas assez riches. Ils sont freinés. Ils aimeraient faire du commerce avec le monde entier, mais ils ne peuvent pas. Ils sont limités par le système féodal dans leur accumulation de capitaux. Ils ne se sentent pas libres de produire, d'exploiter et d'investir comme ils le souhaiteraient. C'est ça qui va démarrer la crise sociale et la révolution dans le pays. Sauf que la bourgeoisie n'est pas assez puissante seule. Donc elle va entraîner avec elle beaucoup de paysans et de pauvres qui vont participer aux révoltes, pour espérer améliorer leurs conditions de vie. Mais une fois l'instauration d'un système bourgeois, c'est-à-dire un système capitaliste, la bourgeoisie va calmer la révolte des pauvres. Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé. Elle est finie. Et ces révolutions bourgeoises entraînent le développement du capitalisme, qui va lui-même mettre en place les conditions nécessaires au socialisme. Je m'explique. Le capitalisme s'est imposé sur la planète et a permis l'accroissement de l'industrialisation. Ce qui fait que maintenant, on est en situation d'abondance. Ça veut dire qu'on n'est pas en survie tout le temps. On arrive à produire de quoi compenser nos besoins vitaux pour un long moment. Bien évidemment que partout sur la planète, des gens meurent de faim et sont justement en train d'essayer de survivre. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas avoir assez de ressources, c'est parce que ces ressources ne sont pas produites pour les besoins de la population, mais sont produites pour engendrer du profit. Mais maintenant, grâce à l'industrialisation, on sait comment faire pour produire de quoi subvenir aux besoins de toute la population. Et le socialisme ne pourra se mettre en place que dans un monde où tout le monde peut manger à sa faim. C'est en ça que la bourgeoisie a permis à l'humanité, de façon absolument horrible, on est d'accord, de faire un pas de plus jusqu'à un système socialiste. Pour le moment, on vit dans un état bourgeois. C'est-à-dire que la bourgeoisie, bien que plus faible numériquement, impose une hégémonie. C'est elle qui va décider ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. C'est elle qui va décider quelle lutte est légitime. C'est elle qui va décider quels moyens d'action sont ok et quels moyens d'action sont trop violents. Par exemple, elle va glorifier certaines batailles passées, alors que celles et ceux qui se battent maintenant pour la décolonisation de la Kanaki ou de la Palestine avec le même projet sont considérés comme des terroristes. Elle va valoriser les manifestations violentes en Géorgie contre le régime pro-russe, mais c'est pas parce qu'elle en a quelque chose à foutre des Géorgiens, c'est parce qu'elle aime pas le gouvernement russe, alors que les gilets jaunes ou les manifestations de Sainte-Soline, avec les mêmes modes d'action, ont été très réprimées et considérées comme criminelles. Pour donner un exemple encore plus concret, en Palestine, les femmes se battent elles aussi contre la colonisation. Et comme toutes les femmes dans le monde, elles subissent aussi une oppression de genre. La branche petite bourgeoise du féminisme, celle qu'on entend le plus, n'accepte de soutenir les femmes palestiniennes que si elles calent leur agenda politique sur le leur, que si elles dénoncent les conditions sexistes dans lesquelles elles vivent, mais elle ne les soutient pas quand leur discours dénonce le colonialisme ou la violence militaire. Je te cite un passage du livre La Révolution captive de Nala Abdo au sujet justement de la résistance des femmes palestiniennes. Le féminisme radical dominant en Occident admettait le combat des femmes palestiniennes à condition qu'elles le livrent contre leurs propres oppressions sociales, sexuelles et patriarcales, c'est-à-dire contre les hommes palestiniens, contre leurs familles et contre leur culture. Alors que l'impérialisme occidental, de concert avec les médias et le monde intellectuel, désignait, imaginait
et représentait les Palestiniennes en utilisant des termes très négatifs et servait ses propres intérêts, ainsi que ceux d'Israël, les Palestiniennes s'engageaient, elles, dans une bataille contre le colonialisme et l'impérialisme. En gros, la bourgeoisie aime pouvoir contrôler un mouvement, aime qu'il serve ses intérêts. Si c'est pas le cas, elle va le criminaliser. Si les opprimés se battent contre ses intérêts et ses profits, elle peut médiatiquement, militairement ou juridiquement le réprimer. Et tout ça, ça correspond tout à fait au discours, dont je parlerai un peu plus dans l'épisode suivant, qui vise à dire que les révolutions appartiennent à l'ancienne époque, et que nous, habitants et habitantes d'une grande puissance mondiale, on est au summum du bonheur, que le capitalisme c'est la seule solution, et que par conséquent, les gens qui lutteraient contre sont des utopistes, des terroristes, et qu'on viendrait troubler l'ordre paisible des choses, dans lesquelles tout le monde devrait y trouver son compte. Oui, barbare je suis, oui j'aime le canon, la mitraille dans l'air, ami, ami dansons. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons, amis dansons. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons. La répétition générale. Donc, on a une bourgeoisie qui veut garder sa position et continuer à s'enrichir grâce au capitalisme. Forcément, c'est pas aussi simple que ça de la renverser. C'est pour ça que souvent, avant une révolution, il y a déjà eu une ou plusieurs tentatives. Un des meilleurs exemples de ça, c'est la révolution russe. En octobre 1917, il y a eu une révolution ouvrière en Russie. Mais cette révolution n'aurait pas pu se faire sans la révolution de 1905 et la révolution de février 1917. En 1905, il y a eu une grosse année de grève et de révolte. Même si ces soulèvements ont été très réprimés, ils n'ont pas servi à rien. Ils ont été très formateurs pour la classe ouvrière. Parce que c'est au cours de cette révolution que se mettent en place spontanément les soviets, c'est-à-dire des conseils d'usine ou de quartier où les travailleurs et les habitants se retrouvent à la fois pour débattre et à la fois pour prendre des décisions les concernant. Et en plus de la création des soviets, cette révolution a permis de créer un rapport de force entre le régime tsariste et les travailleurs et travailleuses de Russie. Et en février 1917, la révolution va de nouveau éclater. Mais cette fois, le régime tsariste est déchu et la bourgeoisie russe accède au pouvoir. On est en plein dans la Première Guerre mondiale, les gens n'en peuvent plus de crever sur le front et d'avoir faim. Et en voyant que ce nouveau gouvernement, réformiste, n'accède pas à leurs revendications, et notamment celle d'arrêter la guerre, les ouvriers, les soldats et les paysans de Russie vont se réorganiser dans les soviets. Ça va être extrêmement important pour la suite parce que c'est dans ces soviets que les ouvriers russes vont décider de laisser le pouvoir au parti bolchevique, et de, pour la première fois dans le monde, mettre sur pied un état ouvrier. Mais sans 1905, il n'y aurait pas eu de soviets. Sans février 1917, il n'y aurait pas eu la démonstration de force, comme quoi tout était possible. Parce qu'entre février 1917 et octobre 1917, beaucoup de choses se sont passées. Ces quelques mois où la bourgeoisie était au pouvoir ont permis à la classe ouvrière de se rendre compte qu'elle ne devait compter que sur elle-même. Elle a compris qu'on lui laissait le choix entre le retour à un système monarchiste ou à une pseudo-démocratie sur le modèle européen. La même pseudo-démocratie qui a envoyé sa population se faire massacrer. Alors elle décide de prendre le pouvoir, en faisant confiance aux dirigeants du parti révolutionnaire, et surtout en se faisant confiance. Pour citer Trotsky, dans son livre Histoire de la Révolution russe. Les événements de 1905 furent le prologue des deux révolutions de 1917, celle de février et celle d'octobre. Les grandioses problèmes qui se posèrent ainsi devant lui nécessitèrent la création sans délai d'une organisation révolutionnaire spéciale, qui pourrait englober d'un seul coup les masses populaires et les rendre capables d'une action révolutionnaire sous la direction des ouvriers. C'est ainsi que les soviets de 1905 prirent en 1917 un développement formidable. Ce qui est important à retenir, c'est qu'une révolution ne se fait pas en une journée, ni en une nuit d'ailleurs, comme on aime l'imaginer. C'est un processus plus ou moins long, et qui arrive dans un contexte révolutionnaire. Qu'elle soit victorieuse ou non, après une tentative de révolution, rien n'est plus pareil. Le retour en arrière est impossible, parce que les acteurs et actrices de cette tentative révolutionnaire ont enfin compris qu'elles n'étaient plus obligées de subir l'histoire. Pendant un instant, court ou long, le pouvoir en place ne peut plus gouverner. Il ne peut plus imposer quoi que ce soit à la population, c'est elle qui doit décider pour la suite. Malheureusement, la majorité des tentatives révolutionnaires finissent écrasées par la répression, ou récupérées par une bourgeoisie se disant socialiste, ou en tout cas plus progressiste que l'ancienne force au pouvoir. Mais les expériences des militants et militantes avant nous ont appris énormément de choses, et ce serait vraiment trop con de passer à côté. Ce serait trop con de faire les mêmes erreurs qu'eux, parce que leur lutte a été oubliée, ou parce qu'on ne les a pas pris au sérieux. C'est pour ça que connaître l'histoire, c'est super important. Parce que les histoires de révolution, c'est pas juste des histoires de défaite, c'est des histoires de combat, c'est des histoires d'entraînement et d'apprentissage. À ce sujet, je te remets encore une citation de Rosa Luxembourg. Que nous enseigne toute l'histoire des révolutions modernes et du socialisme. La première flambée de la lutte des classes en Europe s'est achevée par une défaite. Le soulèvement des canuts de Lyon en 1831 s'est soldé par un lourd échec. Défaite aussi pour le mouvement chartiste en Angleterre. Défaite écrasante pour la levée du prolétariat parisien au cours des journées de juin 1848. La Commune de Paris, enfin, a connu une terrible défaite.
La route du socialisme est pavée de défaites. Et pourtant, cette histoire mène irrésistiblement, pas à pas, à la victoire finale. Où en serions-nous aujourd'hui sans toutes ces défaites ? Où nous avons puisé notre expérience, nos connaissances, la force et l'idéalisme qui nous animent ? Aujourd'hui que nous sommes tout juste parvenus à la veille du combat final de la lutte prolétarienne, nous sommes campés sur ces défaites et nous ne pouvons renoncer à une seule d'entre elles. Car de chacune, nous tirons une portion de notre force, une partie de notre lucidité. Le capitalisme, un danger mondial. Ce podcast n'a pas pour vocation de romantiser la révolution. C'est des moments dangereux et la majorité des tentatives révolutionnaires se sont terminées dans le sang, avec des morts, de la répression et de la clandestinité. Mais la peur, la mort, la faim, l'angoisse et la détresse, c'est aussi des sentiments que nous vivons sous le capitalisme. Le capitalisme est une organisation de société qui vise à accumuler le plus de profits possible au détriment de la vie et de la santé des membres de cette société. Les gens meurent à cause du capitalisme. Et je parle pas uniquement de mort au travail. Je parle de morts causées par des guerres qui existent pour satisfaire des projets impérialistes. Je parle de morts dans les hôpitaux, quand l'accès aux soins est de plus en plus précaire. Je parle de femmes ou de personnes queer tuées par des hommes parce que le patriarcat est un moteur du capitalisme. Je parle de morts quand des multinationales se donnent le droit de polluer la terre et l'eau, dont certains et certaines ont besoin pour se nourrir. Je parle de morts quand des gens se suicident, parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur dans un monde qui leur fait croire qu'ils ne le seront jamais. Je parle de mort quand les conséquences du réchauffement climatique produisent des catastrophes. Je parle de mort quand des gens veulent traverser une frontière et se retrouvent noyés ou tués. Et je parle de mort quand des gens sont retrouvés morts dans leurs cellules et tués par la police. La citation suivante vient du livre Politique sauvage de Jean Tible, un chercheur brésilien. No era depresión, era capitalismo. Ce n'était pas une dépression, c'était le capitalisme. S'adapter à une société malade n'est pas synonyme de bonne santé. Et peut-être faudrait-il déplacer la compréhension habituelle de la guérison des malades ou des désaccès. D'autant plus si l'on considère que nous vivons une épidémie de troubles mentaux, la dépression touchant près d'un ou une états-unienne sur 10 et un ou une brésilienne sur 20. En outre, le nombre de suicides atteint, chaque année, des dizaines de milliers au Brésil et aux États-Unis, approchant du million dans le monde. On ne sera jamais libre sous le capitalisme, on ne sera jamais réellement heureux et on ne sera jamais en sécurité. Il est urgent d'en finir avec lui et on ne peut pas espérer avoir mieux sans bataille. La révolution ça fait peur, mais le capitalisme aussi. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Le fascisme ou la révolution. De toute façon, nous allons devoir choisir entre la révolution et le fascisme. Le capitalisme est un système plein de contradictions, et il arrive à un moment où il ne s'en sort plus. C'est ce qu'on appelle la crise du capitalisme. Quand le capitalisme est en crise, il se protège. Il peut mieux en fascisme. C'est la dernière carte de la bourgeoisie quand elle se sent en danger. Les crises du capitalisme sont dangereuses, parce que c'est dans ce genre de moment que les idées d'extrême droite sont les plus populaires, que les gens prennent peur et deviennent individualistes. Mais le fascisme n'arrive pas d'un coup. Par exemple, en Italie, comment Mussolini est arrivé au pouvoir ? Il a pris le contrôle du pays par la force en 1922, mais ça faisait un moment déjà que ça se préparait. Je t'explique ça vite fait. Au moment de la Première Guerre mondiale, il a été un relais des idées nationalistes. Disons que, ouais, le socialisme c'est bien 2 minutes, mais qu'il faudrait profiter de cette guerre pour que l'Italie redevienne une nation forte et impérialiste. Il a encouragé l'entrée en guerre du pays dans le massacre. Avec ou sans lui, l'Italie rentre vraiment en guerre. C'est une boucherie. Les Italiens et Italiennes, comme tous les peuples qui ont déjà connu une guerre, en sortent traumatisés. Après ça vient évidemment la crise, le chômage, l'inflation, et la population est insatisfaite de l'issue de la guerre. Les discours nationalistes, pleins de virilisme sur l'homme nouveau et sur l'idée d'une nation puissante, sont écoutés par plus de monde. Mais Mussolini, qui est le principal relais de ces idées, n'est tout de même pas à son prime. Et pour le devenir, il va chercher du côté des bourgeois, des entrepreneurs, des propriétaires terriens, et abandonne petit à petit les idées socialistes qu'il défendait avant. Il nie la lutte des classes et pense qu'ouvriers et patrons devraient travailler ensemble, main dans la main, pour une Italie plus forte. Dans les années 1920, ces idées ont convaincu une bonne partie de la population. Les fascistes sont très présents dans les rues, ils tuent des socialistes et terrorisent les travailleurs quand ils se mettent en grève. En 1921, Mussolini a un siège au Parlement,
Et du coup, 1922, il prend le pouvoir par la force et met en place le fascisme qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il y a eu tout un travail de fait avant, pas seulement de Mussolini, mais aussi de la classe bourgeoise italienne, et qu'il y a eu une situation de grande précarité pour la classe travailleuse après la guerre, que le fascisme a pu s'installer. Et je vais pas te faire la liste de tous les états où le fascisme s'est installé. Ce que je veux surtout qu'on visualise bien, c'est que quand c'est la merde, quand les gens vivent mal, que les capitalistes ne savent plus où investir, que les guerres sont de plus en plus fréquentes et que les gens se replient dans leur individualisme, c'est que le fascisme est en train de s'installer. Ces situations font bien écho avec celles qu'on vit en ce moment, sur le territoire français, mais pas seulement. Partout, les budgets militaires augmentent, la propagande nationaliste aussi. On prépare les jeunes à crever pour la patrie. Les situations de crise sont des situations favorables au fascisme, mais ce sont aussi des situations favorables à une crise sociale, et donc à une situation révolutionnaire. Le fascisme, c'est terrifiant, et c'est normal de vouloir le faire reculer à tout prix, de vouloir lui faire barrage dans les urnes avec n'importe qui. Mais c'est la version la plus brutale du capitalisme, et il reviendra à chaque crise. Le vrai barrage, ça ne peut être que la révolution. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons, amis dansons, la danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons. La nuit est écarlate, trempez y vos drapeaux, aux enfants de Montmartre, la victoire ou le tombeau. Aux enfants de Montmartre, la victoire ou le tombeau. Conclusion. Ce premier épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a appris des choses et que tu as envie de débattre de tout ça. C'est vraiment le but de ce podcast, de te donner envie de tout approfondir et peut-être d'être un support de discussion. Cet épisode était très large, on est passé sur plein de sujets. Les prochains seront un peu plus précis. Je voulais surtout aujourd'hui insister sur certains termes, bien définir ce que sont les différentes classes sociales parce que c'est à cette échelle-là que tout se joue. Et ça me semble important aussi de bien mettre en tête qu'une révolution, en fonction de qui la porte et qui prend le pouvoir ensuite, va être complètement différente. Dans l'épisode suivant, maintenant qu'on a compris ce qu'était une révolution, on va se poser la question de comment on la prépare, comment on en parle, comment on convainc les gens. Je t'en dis pas plus et je te laisse écouter tout ça. Or, il existe pour la révolution une règle absolue. Ne jamais s'arrêter une fois le premier pas accompli. Ne jamais tomber dans l'inaction, la passivité. La meilleure parade, c'est de porter à l'adversaire un coup énergique.